Avant la chute néolithique, on chassait, pêchait, cueillait. Subvenir à nos besoins était agréable. Le reste du temps, on s'amusait et on prenait soin des uns et des autres. Puis nous l'avons vu, la propriété, les dettes, la pauvreté et l'esclavage sont apparus. On commence à travailler pour survivre, payer les dettes, les taxes aux riches et les travaux les plus pénibles sont réservés aux esclaves. Le travail, en tant qu'activité utile et ludique, perd son caractère sacré. Jadis, au sein d'une relation spirituelle avec la nature, abondante et généreuse pour toute l'humanité. L'une des étymologies latines du travail, tripalium, en tant qu'objet de torture sur 3 pieds, prend tout son sens. C'est en 1534, selon le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray, que le mot travail, au sens d'exercer une activité régulière pour assurer sa subsistance, apparut. Et l'idée de faire travailler ou d'embaucher en 1581. En 1776, Adam Smith théorise le travail en tant que force économique, tout en oubliant que la richesse des nations dépendait essentiellement de la traite des Noirs, laquelle a débuté au XVe siècle. C'est donc à partir du XVIIIe siècle que l'idée d'attribuer une valeur économique et quantitative au travail va émerger. Les concepts indécents de valeur travail ou de marché du travail, chosifiant l'être humain, vont achever la profanation du travail jusqu'à nos jours. En effet, le travail organisé n'est pas une valeur quantitative, mais une activité sacrée au service de la collectivité, comme ce fut le cas avant la chute néolithique et l'apparition de l'esclavage. Avant de rendre au travail toute sa dignité, nous devons garder à l'esprit que la supposée valeur travail, en tant que force économique, va disparaître, grâce ou à cause, de l'intelligence artificielle. Et c'est tant mieux, car le travail n'a jamais fait partie des valeurs, ni celles qualitatives que je nomme valeurs universelles, ni celles quantitatives à l'instar des marchandises. Le travail manuel minutieux, ou intellectuel consciencieux, ou l'artisanat ciselé, ou encore l'art et ses chefs-d'œuvre, sont des activités humaines, et non des valeurs monnayables corps et âme. Le travail est d'abord une activité, qu'elle soit rémunérée ou pas. Observons le passé. Quelles ont été les premières forces de production? L'esclavage qui n'a jamais cessé, le servage médiéval au profit des nobles et du clergé, puis l'exploitation des peuples colonisés. Il faudra attendre l'industrialisation du XIXe siècle pour voir apparaître une rémunération, certes minime, assurant la survie des travailleurs, y compris celle des enfants, mais ne leur permettant jamais d'épargner, de s'enrichir, d'avoir le temps d'étudier et donc de penser à se révolter. Le marché de l'emploi n'est rien d'autre que la marchandisation de la force du travail humain, c'est-à-dire un concept infâme, déshonorant l'être humain, car il lui ôte toute dignité en le chosifiant. L'esclave de toujours, le serf d'hier et les citoyens ordinaires d'aujourd'hui n'ont toujours été, aux yeux des propriétaires dominants, que des marchandises comme les autres. Un exemple. Vous savez l'admiration que j'ai pour l'anthropologue David Graeber. Aussi impossible de faire l'impasse sur son livre alors que je n'ai pas eu le temps de le lire, sorti en 2018 en France. Bullshit Job ou Job à la con. Je le cite quand même dans la mesure où sa thèse centrale est une éthique du travail qu'il associe à l'estime de soi, thèse à laquelle évidemment j'adhère pleinement. Tout aussi abject de nos jours, nous entendons dire à longueur de commentaires, si vous taxez les riches, ils ne pourront plus investir et créer des emplois. Mais qu'est-ce qui crée nos emplois? Les carnets de commandes. Autrement dit, c'est nous, le peuple, en consommant les produits que nous fabriquons, qui créons nos emplois. Mais ce monde où le capital financier immoral exploite le capital travail, depuis la chute néolithique, est en voie de disparition. Mais pour quel monde?
En effet, face à l'hégémonie inéluctable de l'IA, l'une des premières conséquences sera de décorréler le travail de son salaire, ce que défend depuis toujours Bernard Friot. L'avenir va lui donner raison. Mais surtout, nous allons devoir restructurer en profondeur notre système économique et repenser l'ensemble de nos futures activités, pour la plupart sans revenus. Un travail bénévole est une saine activité comme une autre, avec toute sa dignité. Fini les rentes indécentes allouées au capital financier, terminez la notion de paresse au travail, les controverses des arrêts de maladie et autres prétextes pour justifier l'austérité. Sous prétexte que nous, le peuple, nous dépenserions trop. Le Premier ministre Bayrou l'a affirmé clairement. Ce n'est pas l'État qui crée les déficits, ce sont les Français. J'en suis tombé de ma chaise. Bref, l'économie du travail est donc déjà obsolète. Ironie de l'imprévisibilité de la vie, c'est l'IA qui va nous conduire vers une saine économie quasi équitable, puisque les notions de rentabilité et de mérite reviendront à ce que les experts nomment déjà intelligence organoïde ou robot humanoïde. Ces mêmes spécialistes l'évoquent pour seulement dans une bonne vingtaine d'années, vers 2050. Une autre conséquence réside dans le fait que les économistes libéraux, ceux qui défendent les riches, considèrent sans l'avouer que le chômage est une variable d'ajustement du capitalisme. Sans chômage, point de capitalisme. Il est nécessaire pour acheter une main-d'œuvre à bas coût. D'où l'idée indécente de marché du travail. Cette force de production que le chômage alimente va disparaître avec son capitalisme inhumain. Jean Ziegler, un sociologue suisse, qui espère voir un jour le capitalisme détruit par les nouvelles générations, va se réaliser par la force des innovations de l'IA. Mais encore une fois, pour quel système économique ? Vous connaissez ma réponse. Avec l'argent magique, créer une économie spirituelle dotée d'un capitalisme coopératif. À l'inverse, si quelques milliers de multinationales détiendraient l'ensemble de la propriété de production de l'IA et sa robotique, il est clair que ce système économique, calqué sur le modèle actuel, va plonger les peuples dans un monde liberticide et misérable, avec à la clé des guerres civiles. Souvenez-vous de cette phrase du Forum économique mondial en 2016. « Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. » Monsieur Harari, dans Homo Deus, l'homme-dieu, souvenez-vous, nous appelait déjà des inutiles. Quoi qu'il en soit, d'où provient l'origine du chômage structurel ? On doit une magistrale explication à Jean-Christophe Giuliani qui, étrangement, et a priori, ne se présente pas comme un économiste, mais comme un créatif culturel pratiquant la simplicité volontaire. Concept spirituel évocateur. Sur son site internet, le mouvement pour un développement humain, Giuliani commence par déconstruire point par point la thèse néolibérale. Je le cite. Le MEDEF et les néolibéraux affirment que les principales causes de la hausse du chômage sont d'une part la faiblesse de la croissance du PIB et d'autre part le coût du travail, la rigidité du code du travail, l'inadéquation entre l'offre et la demande et la réduction du temps de travail, la semaine de 35 heures par exemple, qui serait un frein à la compétition des entreprises. Fin de citation. Observez que ces arguments sont plutôt la conséquence de leur propre économie néolibérale. Je m'explique. Premièrement, la faiblesse d'une croissance illimitée est évidemment un leurre. Le fameux coût du travail est si faible qu'il augmente sans cesse la pauvreté. Le code du travail, détricoté chaque année, est le dernier rempart des travailleurs. Quatrièmement, l'inadéquation entre l'offre et la demande est encore le fruit de leur économie en constant déséquilibre. Et cinquièmement, la réduction du temps de travail n'est pas une option politique. Elle résulte du gain de productivité d'une heure travaillée en constante augmentation. Les chiffres de Giuliani le montrent sans appel, nous allons le voir. C'est dire à quel point les néolibéraux nous mentent, mais aussi se mentent à eux-mêmes en croyant que les choses vont encore durer longtemps. Alors suivons Giuliani. En s'appuyant sur une étude de l'INSEE,
Il compare le gain de productivité d'une heure de travail de 1950 à celui de 2013, soit pratiquement 8 fois plus. Ainsi, l'évolution de la productivité horaire a eu un impact sur la création ou la destruction d'emplois, de telle sorte que la main-d'œuvre s'est déplacée de l'agriculture à l'industrie, puis de l'industrie aux activités marchandes et de services. En ce sens, je le cite, les gains de productivité sont générés par le progrès technique et l'organisation du travail. Ces innovations provoquent une transformation des moyens et des méthodes de production, des produits, des marchés et des structures de l'économie. Fin de citation. Giuliani en conclut, je cite, que la hausse du chômage étant corrélée à la productivité horaire pour créer des emplois, il est donc nécessaire de relancer la croissance du PIB ou de réduire le temps de travail. Fin de citation. Autrement dit, la productivité d'une heure de travail a tellement augmenté, pensons au télétravail, s'est tellement concentrée sur chaque emploi qu'il n'est plus possible d'augmenter le nombre d'emplois, ce qui intensifie bien sûr le chômage. Une fois ce premier constat établi, Giuliani se demande où sont passés les gains de production durant la même période. Je le cite. Les bénéfices peuvent être redistribués en faveur des salariés, une hausse des salaires, des cotisations patronales, retraite, assurance maladie, allocations familiales, ou des avantages sociaux, congés payés, RTT, etc. Ou à rebours des actionnaires, fonds de pension, banques et investisseurs privés, sous la forme de dividendes. Fin de citation. Le graphique qui s'affiche, déjà évoqué dans le podcast précédent, présente le partage de la valeur ajoutée en faveur des salariés ou des actionnaires de 1950 à 2013. L'auteur insiste, je le cite, cette étude met en évidence que pour en finir avec le chômage, les gouvernants de la France et des pays industrialisés ont le choix entre deux solutions. Relancer la croissance du PIB, ce qui n'est plus possible, ou réduire le temps de travail. Le choix entre l'une ou l'autre de ces solutions n'est pas un choix économique, mais un choix de société dont dépend la survie et l'avenir de l'humanité. Fin de citation. Ce graphique parle de lui-même et confirme le renversement des politiques économiques, celles néolibérales de Reagan, Thatcher et Mitterrand, à partir des années 1980. Années au cours desquelles le capital travail a été massivement dévalorisé au profit du capital financier. Nous sommes donc résolument face à un choix de société que nous ferons, une fois de plus, de gré ou de force, ce qui nous amène à une nouvelle organisation de l'activité humaine, non plus sous la forme d'une valeur travail, mais d'une valeur humaine. Et cette valeur humaine s'appelle servir. Servir sa famille, son entreprise, sa communauté, son pays, l'humanité entière. Pensons la lutte contre le réchauffement climatique. Les militaires et les policiers savent servir leur patrie. Leurs valeurs sont, cette fois-ci, identiques aux valeurs universelles, comme le courage, l'honneur, la fraternité, le sens du sacrifice. Tous les soirs à 20h, nous avons salué le courage et le sacrifice de nos soignants lors de la pandémie de Covid-19. On s'est alors aperçu du rôle essentiel des derniers de corvée, caissiers, livreurs, cuisiniers, soignants, fonctionnaires. Quand tout va bien, par contre, on glorifie les capitaines d'industrie aux chiffres d'affaires mirobolants. Mais parle-t-on de toutes les petites mains qui ont produit ces chiffres d'affaires? Elles ont pourtant servi leur entreprise et au final leur patrie. Les femmes n'ont-elles pas servi leur patrie, elles aussi, dans les usines d'armement pendant les guerres? Un haut fonctionnaire n'est-il pas d'abord supposé servir son pays au lieu de se servir de son pays, comme nous l'avons vu avec la mafia d'État? Les petits fonctionnaires des années 60 n'avaient-ils pas, bien que mal payés, le sentiment et l'honneur d'être au service des administrés? J'ai l'âge d'en témoigner. N'en est-il pas de même pour les enseignants? Et que dire de tous les invisibles qui font quotidiennement preuve de courage, les éboueurs, les milliers de travailleurs bénévoles, etc. Sont-ils tous des marchandises?
Oui, travailler n'est pas un acte banal. Travailler, c'est d'abord servir avant de se servir, et servir, c'est l'activité humaine la plus sacrée. Et c'est pourquoi le chômeur le vit mal. Il souffre d'une sorte de vide existentiel. Sa vie perd son caractère sacré, incapable de nourrir sa famille. Il se sait inutile et marginalisé, ne se sentant plus inséré socialement. Le chômage est un drame social et non une paresse. Cependant, je ne suis pas naïf, je sais bien qu'une partie des chômeurs profite du système. Mais en bas de l'échelle sociale, comment ne pas chercher à profiter du système quand on voit comment, en haut, le profit du système coûte bien plus cher à la nation? Le haut devrait commencer par montrer l'exemple au bas, au lieu de taper constamment sur les chômeurs et les malades, comme le fait en ce moment le gouvernement, le cornu d'eux. Du point de vue spirituel, le travail est donc la voie royale du service rendu à son pays, service dont le mérite est souvent très mal reconnu. Car face au service rendu, la nation devrait répondre en se montrant reconnaissante. Sur le fronton du Panthéon, il est écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Depuis 1921, le soldat inconnu repose sous l'arc de triomphe. Il est le symbole de tous les soldats anonymes morts pour la France. Je propose qu'entre au Panthéon l'employé inconnu, célébrant ainsi les millions de travailleurs qui ont risqué leur vie pour leur pays, les mineurs morts sous les coups de grisou, les ouvriers du bâtiment accidentés, les agriculteurs suicidés, les travailleurs exposés à l'amiante, les soignants morts du Covid-19 et plus généralement tous les travailleurs qui ont souffert et souffrent encore dans l'anonymat le plus absolu. Voilà pour le mérite posthume. Dès lors, le travail appelle en retour un salaire décent, mais aussi un mérite quantifiable, celui d'une participation aux bénéfices que chaque travailleur a produit. Le mérite, ici issu du service rendu, possède donc une valeur qualitative, une valeur sacrée, mais aussi quantitative. C'est l'aubaine de Proudhon. C'est pourquoi, par exemple, chaque employé, chaque femme ou homme de ménage, travaillant tôt le matin ou tard le soir pour assurer la propreté des bureaux, mérite une participation aux dividendes. J'en ai déjà parlé lors du 3e pilier altruiste. La théorie des forces collectives de Proudhon est symbolisée par la parabole de l'érection de l'obélisque de Luxor. Proudhon souligne ainsi l'impact des gains de production sur l'organisation sociale du travail. Ce fait étant incontestable, le problème réside donc dans le partage de l'aubaine. Partant de ce constat anthropologique, j'avais opposé à la thèse néolibérale du chacun pour soi ou du à chacun ses mérites, celle de l'organisation du travail en coopérative et en hiérarchie bienveillante issue de la loi universelle de coopération, incarnant bien évidemment les valeurs universelles, notamment celle du partage équitable. À titre d'exemple, il se trouve qu'au moment où j'écris, nous sommes au lendemain du 18 septembre 2025. Tous les syndicats sont vent debout face au budget d'austérité de M. Macron et ses premiers ministres. Quand j'écoute leurs revendications, ils ont parfaitement bien compris le processus machiavélique d'une économie qui ne cesse d'appauvrir les travailleurs et les travailleuses. Tous les budgets d'austérité depuis 1983 violent impunément les valeurs universelles du partage équitable et de justice fiscale. J'attire donc votre attention à ne plus écouter le mensonge de l'austérité et d'en tirer les conséquences. Nous n'avons plus le choix. L'humanité devra se conformer à la loi universelle de coopération où le fort tend la main envers le faible, le sachant envers l'ignorant, le riche envers le pauvre, etc. Seul l'esprit de coopération entre les hommes, et non de compétition, ainsi qu'entre les peuples, c'est-à-dire servir ensemble, permettra de renouer avec la paix mondiale, sociale, politique et économique. La coopération est la seule garantie contre toutes les formes de violence néofasciste et de compétition déloyale. La loi universelle de coopération ne fait que reformuler l'analogie de l'obélisque de Luxor par Proudhon. Alors voici une synthèse pour une nouvelle organisation du travail. Premièrement, travailler est une noble activité car servir est sacré. Deuxièmement, décorréler le travail de sa rémunération. Troisièmement, inventer une économie spirituelle permettant un revenu à vie. Quatrièmement, inventer un capital coopératif qui investit dans les biens communs. Cinquièmement,
par nos activités humaines, respecter la vie unique et tous ces vivants sur la planète. Le travail rémunéré d'un peuple, pour vivre ou survivre, est en voie de disparition. Il va falloir tout repenser autrement. Notre système économique est à bout de souffle. La répartition des richesses est de plus en plus inégale et produit un nombre considérable d'injustices, notamment fiscales. La crise politique et le blocage des institutions démocratiques actuelles en sont la conséquence. Enfin, l'emploi des humains remplacé très prochainement par l'emploi de l'IA et sa robotique va se métamorphoser, ou pas, en champ d'activité au service de la collectivité. Qu'on le veuille ou non, soit nous allons enfin apprendre à nous aimer les uns les autres, soit nous allons encore et encore faire notre propre malheur, soit nous allons instaurer de vraies démocraties, soit nous allons subir des pouvoirs politiques et financiers néofascistes. Il n'y a jamais eu d'autre alternative depuis 100 000 ans. Et tous les signaux actuels, bons ou mauvais, sont là devant nous. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire « nous ne savions pas ». Nous ne savions pas que la nature ne nous supportait plus. Nous ne savions pas que notre système économique ne pouvait que s'effondrer. Nous ne savions pas que toutes les possibilités étaient gravées dans nos cœurs depuis 100 000 ans et que nous, les peuples, sommes les seuls à pouvoir nous sauver de nous-mêmes et sauver la planète. Dans le prochain podcast, que j'ai titré « Milliardaires ou nuisibles », nous verrons chiffres en main leur néfaste influence. Alors résumons, partie de nos origines spirituelles, nous avons traversé les notions de pouvoir, propriété, politique, destin, de démocratie, ses vices et ses vertus, mais aussi son mystère au cœur des peuples, les lois qui nous habitent pour obtenir l'idée d'argent magique, d'économie spirituelle et son capitalisme coopératif. Nous connaissons tous, c'est au moins 70% de la population, de l'état de délabrement politique, économique et social de notre pays. La question réside donc dans la solution, et elle n'est pas évidente, car elle doit être à la fois radicale, mais aussi dans la paix. Une authentique révolution de pensée, notamment de pensée spirituelle, politique, économique, sociale, anthropologique. C'est à vous, à présent, d'agir. Vous savez quoi faire. Instaurer des antennes au cœur des peuples, dans tous les départements, afin d'enseigner et diffuser cette vision, bien sûr, si elle vous convient, et instaurer une démocratie directe que je qualifie de spirituelle laïque, pour toutes les raisons que vous connaissez à présent. Rappelons-le, spirituel laïque, avec un trait d'union, signifie non religieux, où croyants et athées partagent les mêmes valeurs universelles, où la planète, avec ou sans Dieu, nous appelle tous réunis au sein d'une laïcité sacrée afin de la sauver de nous-mêmes et par la même occasion nous sauver nous-mêmes de nous-mêmes. Puis nous finirons cette première partie avec un excellent livre de Clément Viktorovitch, très récent, Logocratie, qui signifie pouvoir de la parole publique mensongère. Et enfin, pour celles et ceux intéressés par approfondir notre dimension spirituelle, eh bien vous êtes invités à poursuivre la seconde partie titrée « Esprit guérisseur ». Encore une fois, pardon pour mes bafouillages et très très grand merci pour votre patience.